Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, à la rédaction accueille Oulam Chamsidine, président de l'association Mayotte Nature Environnement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les assises de l'environnement se tiendront demain. L'occasion pour l'ensemble des acteurs du département d'échanger, de débattre sur les enjeux, les actions à mener ici à Mayotte en matière d'environnement. On en parle avec vous dans ce journal tout à l'heure. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors le constat est sans appel. À Mayotte, le sida gagne du terrain. Le nombre de cas dépistés augmente chaque année. L'état des lieux de la situation avec vous à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 1er décembre. Un communiqué envoyé hier par la ministre de la Fonction publique et de la décentralisation aura eu le don d'agacer les syndicats du public. Si tous s'accordent sur le manque de réponses adéquates proposées jusqu'alors, la question des éventuelles futures actions à mener divise. Toutes les explications dans votre journal. Chaque semaine, les faits divers sont alimentés par des affaires de viol sur mineurs. Un fléau qui peine cependant à éclater au grand jour pour diverses raisons. Poids de la culture, qu'en dira-t-on, présomption d'innocence ou autres accusations non fondées sont autant de données complexes auxquelles sont confrontés les professionnels de santé. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'IREPS a organisé plusieurs actions auprès de la population. La maladie est en constante progression sur le territoire et la nécessité de sensibiliser reste indispensable. Reportage à la fin de cette édition. Hier, la ministre de la Fonction publique et de la décentralisation, Marie-Lise Lebranchu, s'est fondue d'un communiqué, et ce en réponse aux organisations syndicales du public. Et elle a une nouvelle fois rappelé, presque mot pour mot, ce qui avait été dit lors de la clause de revoyure du 29 septembre dernier. Et pour les questions relatives à la situation statutaire des fonctionnaires ou encore à l'attractivité, rien de nouveau selon les syndicats, ce qui pour le coup leur donne l'impression d'être tournés en bourrique. Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Hier après-midi, le syndicat UD-UNSA était le premier à monter au créneau suite au communiqué de la ministre Marie-Lise Lebranchu. Si Thierry Lebasse, le secrétaire général du syndicat, relève quelques avancées, le compte est loin d'y être, notamment en ce qui concerne la question de l'ancienneté. Comme vous avez vu dans le courrier, elle a décidé de faire une petite bonification pour ceux qui étaient dans le corps passerelle, donc à partir de 2009. Mais comme je lui ai écrit hier à l'UNSA Fonction publique, le corps passerelle n'existe pas depuis 2009. Il y a des administrations qui ont commencé en 2004. Il y a des administrations qui ont commencé en 2005. Donc il y a encore des administrations qui sont flouées. On l'a répété, et moi je le répète encore, nous voulons l'application du décret de 2005 qui stipule que la reprise des 3/4 de l'ancienneté. Et je répète encore, l'article 73 et l'article 74 de la Constitution le permet. L'administration, l'État fait des choses qui fait que applique des textes qui sont des collectivités d'outre-mer. Mayotte n'est plus une collectivité d'outre-mer, c'est un département d'outre-mer. Donc l'article 73 et 74 doivent s'appliquer. C'est pour ça, je répète encore, j'invite tous les agents publics concernés à rejoindre leur syndicat et qu'on aille tous au tribunal administratif. Le secrétaire départemental du SNUPP est quant à lui beaucoup plus sévère avec le gouvernement. Pour lui, les discussions n'avancent pas et les membres du gouvernement semblent rester sur leur position. La menace d'une reprise de la grève générale au terme de l'état d'urgence est donc encore et toujours d'actualité. Pas satisfaisante, mais surtout pas surprenante. Moi, j'ai compris que la préfecture est très confiante et parle par exemple sur l'ancienneté générale de service, espère qu'une mission va venir ici pour parler également de la reprise en compte de l'ancienneté générale de service. Ouais, il y aurait deux ou trois délégations qui risquent d'arriver en début d'année. Il me semble que dans le document, on ne parle que des retraites. Et sur d'autres papiers, enfin Canard, j'ai entendu parler de retraites du public et du privé. Donc, encore une fois, mais je pense l'avoir déjà dit, l'état d'urgence ne sera pas éternel. Les syndicats peinent à s'accorder sur la manière avec laquelle le rapport de force doit se poursuivre. En effet, Sirivo Malala raconte au Dravello souhaite de nouvelles manifestations dans la rue en cas de statu quo d'ici la fin de l'état d'urgence. Pour l'UNSA, un recours devant la justice semble plus approprié. Pour moi, c'est la solution. Sur la reprise de l'ancienneté, on continue la lutte à Paris, on continue en parallèle le tribunal. Comme dit Rivo, lui, c'est toujours la grève, lutte, dans la rue, grève.
Non, pour l'UNSA, non. Il y a autre chose qu'on peut faire que d'amener tout le monde dans la rue pendant des jours et des blocages. La première journée qu'ils ont fait, on a vu le résultat. J'ai pas envie que ça recommence. On vous donne une très mauvaise image de Mayotte. Donc nous, l'UNSA, on n'appellera toujours pas à faire une grève illimitée. Le Premier ministre vient d'annoncer que les inspections générales des finances, des affaires sociales et de l'administration seront chargées d'une mission sur les retraites à Mayotte dans les secteurs publics et privés. Le rapport est ainsi attendu pour le 29 février 2016. En attendant, les syndicats devraient continuer à discuter avec les représentants de l'État, tout en conservant leurs moyens de pression respectifs. Le COSEM, Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, et les cadis du département viennent de signer une convention de partenariat afin de lutter contre la violence. Objectif affiché, prévenir tout risque de radicalisation en prenant notamment en charge les jeunes repérés comme étant à la dérive. Par cet acte fort, citoyens et représentants religieux font la promesse d'agir ensemble en faveur de la paix sociale sur le 101e département. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. Pour prévenir la radicalisation des jeunes à la dérive et lutter contre la violence, chacun doit agir à son niveau. C'est ainsi que le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte et les cadis du département ont décidé de s'unir à travers la signature d'un partenariat. Un acte d'une importance capitale, comme nous l'explique le représentant du Grand Cadi, El Mamoun Mohamed Nassur. C'est l'agrégation de nos moyens, de nos intelligences qui aujourd'hui vont se mettre ensemble pour développer une action contre non seulement la délinquance qui touche notre pays et qui alimente l'insécurité que nous avons, mais aussi la lutte contre la radicalisation. COSEM a des actions extrêmement intéressantes, très spécifiques, qui mobilisent les forces des quartiers pour se prendre en charge contre ces formes de dérives qui touchent les jeunes et qui s'aimaient, n'est-ce pas, la sécurité. D'ailleurs, les résultats sont très positifs dans tous les quartiers dans lesquels les actions ont été développées. Pour le Grand Cadi Nourdine Bakar, cette signature représente un pas en avant dans la lutte quotidienne qui doit être menée contre un ennemi devenu omniprésent sur le territoire, la délinquance. Mkataba watu na bani Shakirina ule yani avoka ule uone samba wai mwanashimauri au unaostanguzulu mwana maori diwasi afahamu mba neka rija ritsanganisa zinguvu wa moja hawana na utini upeu lo har maziti ustumaini ambaka mgwameze inshallah taala mungu aturuba ushinzi yule maana ikamba rajafanya mkataba unu ile wa maori waone amba kabusi baina yetu na waimba walo baina yetu na watu wa tribunali au watu mavoka mba ramba libirusona kula mtu alo harmaiti mba asona amba wasiri na faida jao ya utanga na mmoja na wao riendesembeli tiatu yode mana rafanya mkataba no leo hawasuka mba ritini hafadhiti maana ikakula mmoja na mbali wabo watu habari na sio namba neka peo la zengi le mmoja local vunzia. Avec le COSEM et son président Elad Chakrina, les cadis du département possèdent aujourd'hui un appui de poids pour mener à bien leur mission première, celle d'éduquer la jeunesse du département par le biais d'une religion faite de tolérance et de paix. Nous allons apporter à ces actions le magistère de la science de la religion pour que finalement la formule soit complète et que effectivement les familles comme les jeunes aient conscience, n'est-ce pas, du danger dans lequel ils se trouvent en développant des actions de dérive. Il faut les amener aujourd'hui à sortir de la rue, à sortir de leur amertume pour prendre confiance de leur pays, de la République qui est la leur aujourd'hui, et à transformer leur surplus d'énergie vers des actions positives qui vont permettre à ce que leur île, Mayotte et la République retrouvent la paix sociale. Hier, le Grand Cadi a également fait circuler une note d'information à l'intention de tous les cadis du département. Il y est ainsi expliqué que le préfet attribue 2 référents à leur institution au titre de la sécurité nationale et de l'exécution de leur mission au quotidien.
Le commandant Larocque et le major de police Saïd Alidi Moustafidou ont ainsi été plébiscités pour cette tâche, car c'est avec la collaboration de l'ensemble des acteurs de la société que le fléau de la délinquance pourra être éradiqué. Et je vous le disais au début de ce journal, les assises de l'environnement se tiendront demain. Pour en parler avec nous, Oulam Chamsoudine, président de l'association Mayotte Nature Environnement, l'association qui a initié justement ces assises. Alors pourquoi avoir décidé de les mettre en place, sachant que déjà de nombreux programmes et actions sont réalisés à Mayotte en matière d'environnement? Bonsoir, juste pour rappeler que ces assises ont pour objectif de faire un état des lieux sur l'ensemble des actions qui sont faites en matière d'éducation d'environnement, des actions de réparation, tout ce qui est relatif à la production de connaissances. C'est un moment où tous les acteurs de la société, les institutions, les associations, les entreprises, tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l'environnement vont faire un état des lieux et proposer des solutions, une forme de feuille de route qui vont être suivies pour les 5 années à venir. Alors on sait qu'à Mayotte, les enjeux au niveau de l'environnement sont importants, sont nombreux même. Et quelle sera la ligne directrice qui va être mise en place? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui va être dessiné? On est toujours sur la thématique actuelle. 2 éléments vont conduire ces assises, notamment le changement, l'adaptation au changement climatique et puis la perte de la biodiversité. En ce moment, on parle beaucoup de la COP21. À Mayotte, est-ce qu'il y a un retentissement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont menées en marge de ce qui se passe? Justement, c'est l'objet de ces assises. Les acteurs qui œuvrent dans le domaine vont faire un point de la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'à Mayotte, les effets de changement climatique ne sont pas aussi évidents que dans les autres territoires, puisqu'on a des effets de cyclones, on a des effets d'inondations, on a des effets de diminution de la ressource. La ressource, elle est prévisible à Mayotte, puisqu'on se rend compte que ceux qui vont à la pêche reviennent avec moins de production, et ceux qui aussi pratiquent l'activité agricole se retrouvent avec des rendements quasiment nuls. Alors, un rendez-vous qui va durer une journée, est-ce que cela est suffisant? Il est suffisant dans le sens où cette journée va mettre l'accent sur tout l'état des lieux, des travaux qui vont être développés demain. Je rappelle qu'il va y avoir 4 ateliers. Le premier atelier, c'est l'adaptation au changement climatique, les déchets, la santé et l'environnement. Et donc ces actions-là, on va faire le point. Et puis après, on va proposer trois axes de travail, la problématique et les solutions. Et les solutions qui vont être proposées vont faire l'objet d'une rédaction des actes qui vont être restitués en début 2016. Alors parmi les partenaires qui vont prendre part à ces assises? C'est en particulier les associations de la protection de l'environnement, mais il y a aussi les institutions comme l'ADEAL, le Conseil général, l'ARS, etc. Alors, on a vu l'environnement à Mayotte, ici on en parle beaucoup. On parle justement des déchets. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va être fait? Parce qu'on voit, on fait beaucoup d'actions, mais le problème reste le même. Mayotte, les déchets sont là. Est-ce que dans ce sens, vous avez prévu des actions dans l'année prochaine, en 2016? Oui, la thématique de déchets aussi sera également développée dans cette thématique-là. Ce qu'il nous faut, c'est sortir dans la phase de sensibilisation pour aller dans le changement de comportement. Et là, nous devons avoir des outils de communication, de sensibilisation à la hauteur des enjeux pour qu'on puisse sensibiliser, mais aussi permettre l'ensemble des acteurs du terrain de passer à l'acte. Il y a jusqu'à présent, ce qui faisait défaut, c'est que les structures de ramassage étaient un peu défaillantes. Ça se met en place. Il y a les centres de tri sont en place. Il y a les bacs qui sont installés dans les villages. On ne peut que converger vers le positif. Merci beaucoup Oulam Chamsoudine. Je rappelle, vous êtes le président de l'association Mayotte Nature Environnement et les assises vont commencer et vont se tenir demain.
Et il y a quelques jours, la rédaction a reçu un courrier envoyé par 3 jeunes filles qui fréquentent un collège de Lille. Elles disent être victimes de viol depuis des mois et les faits étant perpétrés par un membre de l'éducation nationale. Dans le document, elles expliquent les circonstances de ces agressions et dénoncent les menaces d'expulsion du collège, voire du territoire pour l'une d'entre elles, proférées à leur encontre. Et nous n'avons pour l'heure pas encore retrouvé les auteurs de cette lettre, mais les déclarations recueillies auprès de nombreux élèves et professeurs nous ont laissé entendre que le sujet mériterait un travail d'investigation plus poussé. Le reportage de Shakila Youssouf et Fred Soulaimana. Une lettre pour se libérer, pour permettre que les langues se délient et que la peur et la pression changent de camp. C'est ainsi que semble avoir été écrit ce courrier destiné à la rédaction. Assises devant les collèges, ces mamans expliquent voir bon nombre de comportements inadéquats venant d'élèves qui s'habilleraient de façon provocante, même si elles se disent choquées par ce que dénoncent ces 3 collégiennes. Basi maprofu watu kusika ntongo niambia ba maprofu watu aringa bana wasipinda naye banjeli leo mamta usijistiri utiango ya usitiri fundika shindi urenga benga lamba utiango ipasula tai havan utiali kolalao tali havan uremeru jao nelgona ne makiaji vavo fofunda tota ya demande bewa ka usijua namba tongo yo ka ujivia. Bon nombre d'élèves et de professeurs, en prenant connaissance du courrier, se sont facilement confiés, mais n'ont pas souhaité le faire devant la caméra. Seulement, au cours de notre enquête de terrain, une étudiante pense reconnaître l'écriture d'une ancienne camarade de classe. Oui, moi ça m'inquiète, c'est pour ça que je dis que ça m'inquiète, parce que la meuf qui a envoyé ça, elle ne s'est pas vraiment exprimée, qu'elle se montre que c'est elle. Mais elle a écrit d'une façon comme si c'était moi qui ai écrit. C'est pour ça que ça m'inquiète, parce que vous êtes venus me voir moi. Du coup, j'aimerais bien qu'elle se montre et elle dit tout ce qu'elle a. Pour qu'on ne vienne pas me voir moi, pour qu'on me pose des questions comme maintenant. Du coup... Mais t'en penses quoi de cette histoire? Ça te touche ça me touche beaucoup et ça, c'est trop grave. Et pour la dire elle, que si c'est plus que c'est comme ça, elle devrait se montrer, parce que ça, c'est trop grave. Les jeunes filles, auteurs de la lettre, disent avoir saisi par courrier le vice-rectorat il y a plus d'1 mois et pensent qu'en parler dans les médias mettra une fin définitive à leur calvaire. Or, ce courrier n'est jamais arrivé aux mains de la vice-rectrice. Elle menace également de publier le nom ainsi que les photos de la personne incriminée sur le net. Stéphane Planchon, directeur du cabinet du vice-rectorat, s'est exprimé à ce sujet et explique qu'il ne doit pas y avoir de loi du silence dans le cas où les faits seraient avérés. Je voudrais d'abord donner 2 messages qui me semblent très forts et très importants. Le premier, c'est que, et là je m'adresse principalement aux victimes ou aux témoins, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de dire. Il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de dire. Et trop souvent, en particulier dans le domaine de l'abus sexuel, ici, c'est souvent la difficulté que l'on a, règne la loi du silence ou de l'arrangement. Il faut parler. Il faut parler. Dire. Il faut parler. C'est ce qui s'est passé à Doujani. C'est ce qui s'est passé à Doujani. L'exemple est récent, mais il est vraiment révélateur, où une jeune fille parle à l'infirmière. Alors, elle peut parler au CPE, elle peut parler à un surveillant, elle peut parler à un prof, peu importe. Je propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 1er décembre, et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Alors que l'ouverture de la ligne directe Mayotte-Paris-Mayotte sera opérationnelle dès le 10 juin prochain, la capacité d'accueil et les prestations proposées aux touristes potentiels évoluent peu. 2 structures tirent néanmoins leur épingle du jeu, le Jardin Mahorais et le Sakouli. Fin 2011, 4 parcelles du plan d'aménagement et de développement durable ont été attribuées à des investisseurs. 4 ans plus tard, aucun projet n'est sorti de terre, pas même l'hôtel Hilton prévu sur le site Bambo-Est. Pourtant, la destination Mayotte ne laisse pas indifférent, en témoigne l'engouement suscité par le stand du comité du tourisme au salon ITB de Berlin. Une fenêtre sur l'avenir vient cependant de s'ouvrir, puisque le Jardin Mahorais, situé sur le site remarquable de Ngouja à Kanikeli, va enfin démarrer des travaux et devrait ainsi doubler sa capacité d'accueil et proposer de nouveaux services. 22 bungalows doubles auxquels s'ajouteront 2 suites comprenant chacune 2 chambres, ainsi qu'une piscine privée viendront enrichir l'offre du complexe hôtelier, dont le bloc central sera réaménagé. Une boutique, un bar, un restaurant, un salon de réception, autant de prestations supplémentaires haut de gamme qui devraient à terme satisfaire les clients les plus exigeants, voire les investisseurs en quête de sites disponibles. Mais le Jardin Mahorais n'est pas le seul établissement à attirer les regards, puisque le Sakouli serait également convoité
par des investissements extérieurs. Déjà condamné en 2013 pour avoir mis en place et maintenu un écart de prix abusif entre les appels passés vers d'autres clients du réseau SSR et ceux émis vers les réseaux concurrents, SFR vient à nouveau d'être sanctionné par l'autorité de la concurrence. Cette fois, ce sont les pratiques abusives sur le marché entreprises à La Réunion et à Mayotte qui ont motivé l'amende de 10,7 millions d'euros infligée par l'organisme de contrôle. En effet, comme sur le marché des particuliers, SRR a mis en place une différenciation tarifaire abusive entre les appels passés sur son réseau et ceux passés vers les réseaux concurrents. De 2000 à 2013 à La Réunion et de 2007 à 2013 à Mayotte, SFR a commercialisé des offres présentant des différences tarifaires importantes entre les appels on-net et les appels off-net. Or, cette différence n'était pas justifiée par les coûts supportés par SFR. Cette différenciation tarifaire a entraîné un effet de club, encourageant les professionnels à s'abonner auprès de SSR, puisque comptabilisant le plus grand nombre de clients sur les deux territoires. Les entreprises avaient donc tout intérêt à privilégier ce réseau pour maximiser les chances de pouvoir appeler et d'être appelé à des prix attractifs. L'autorité a donc fait preuve d'intransigeance une nouvelle fois, rappelant au passage que ces pratiques ont également terni et dégradé l'image des concurrents de SFR, en faisant apparaître leurs offres plus onéreuses. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er décembre 2015 à minuit. Les nouvelles sont plutôt bonnes puisque les cours mondiaux du pétrole demeurent au plus bas, avec toutefois une stabilisation dont Mayotte profite par voie de conséquence. Cette fois, aucune baisse significative puisque le statu quo général est enregistré à la pompe. Ainsi, en novembre, le prix du litre de supercarburant sans plomb est fixé à 1,37€ le litre, identique au mois précédent, tout comme le gasoil qui reste planté à 1,11€ le litre. Il en va de même pour le pétrole lampant figé à 75 centimes le litre ou bien encore le mélange détaxé qui stagne à 89 centimes. Le Go-Marine quant à lui s'affiche à 77 centimes le litre en station. La mauvaise nouvelle vient de la bouteille de gaz qui prend d'un seul coup 1€, passant ainsi à 25€. Des prix bien plus élevés que pour nos voisins réunionnais puisque l'arrêté fixe le gasoil à 1€ le litre, soit 11 centimes de moins, tandis que la bouteille de gaz coûte 17€, soit 8€ de moins. Viol, abus sexuels, attouchement. À Mayotte, les victimes préfèrent souvent se taire, mais n'en reste pas moins que les cas sont nombreux. Encore récemment, un père de famille a été déféré à Majicavo pour avoir, semble-t-il, abusé de sa fille. Comment les victimes doivent-elles réagir face à cela? Comment réagir face à ce genre d'affaires ou encore déceler le vrai du faux? Nous sommes notamment partis à la rencontre d'une psychologue clinicienne de la CFAV pour avoir davantage d'éléments de réponse. Reportage Akila Youssouf et Leslie Vimné. Saïda, comme tant d'autres jeunes filles, côtoie d'autres adolescentes qui se disent victimes de violences sexuelles. Mais bon nombre ne savent pas comment réagir face à ce genre d'aveu. J'aurais aimé être là avec elle, la soutenir, tout faire pour que ça puisse pas lui arriver. Parce que moi, j'aimerais pas que ça m'arrive à moi, ni à ma soeur, ni à aucune de mes amies, ni à aucune personne. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle s'est fait violer par un prof. Puis ils sont partis, elle est partie parler à sa maman elle est partie porter plainte. Concernant l'affaire de l'amie de Saïda, elle serait au point mort actuellement. Et si les accusations sont très graves, rien ne prouve qu'elles soient fondées, les faits décrits étant encore invérifiables. Ousmami Mouslim, psychologue clinicienne de la CFAV, explique comment les médias doivent réagir face à certaines révélations invérifiables. Toujours rester très prudent. Parce qu'il y en a qui vont se plaindre de quelque chose qui paraît un peu tiré par les cheveux et ça peut être véridique ou le contraire. Donc rester très prudent et quoi qu'il en soit, entendre une plainte à sa place, c'est-à-dire que ça reste une plainte. De toute façon, un appel au secours. Quel que soit ce qui s'est passé, ça reste un appel au secours. Donc entendre ce qui s'est passé, entendre ce que la personne rapporte et essayer de l'aider au mieux. Les jeunes filles refusent souvent la judiciarisation de l'affaire par peur des conséquences. Dans le cas de l'affaire évoquée dans le précédent sujet, il semble pourtant que ce soit la seule issue possible, car si l'homme stoppait demain ses agissements, ceux-ci resteraient impunis et il serait alors à même de réitérer avec d'autres victimes. Alors, comment le vice-rectorat appréhende-t-il ce genre d'affaires? C'est ce que tente de nous expliquer Stéphane Planchon. Il y a une affaire comme ça,
une affaire aussi grave que vous présentez. Il y a deux choses qui peuvent se passer en même temps. C'est que d'une part, il peut y avoir un signalement auprès du procureur, étant donné la gravité de la chose, immédiatement. Il y a signalement au procureur, et dans le même temps, il y a aussi une démarche éducation nationale, puisque les deux procédures, si elles sont étanches, elles peuvent se dérouler l'une et l'autre séparément. Bien. Le poids de la culture et de la religion implique que les Mahorais ne dénoncent bien souvent pas ce genre d'affaires. La famille ou les victimes ont honte de cette situation et ont peur d'exposer leurs souffrances. Pour le psychologue de l'ACFAV, le viol et la détresse de l'enfant victime n'est parfois pas vraiment prise en compte. La coloration culturelle de Mayotte fait qu'on se dit oui, c'est peut-être la religion, c'est peut-être des habitudes culturelles qui font qu'on n'ose pas porter plainte, parce que surtout quand ce sont, entre guillemets, juste des attouchements, mais que la jeune fille, par exemple, n'a pas été déflorée. Souvent, j'entends ça dans ma pratique professionnelle, que « Ah mais non, c'est juste un garçon, et puis ce n'est pas dramatique si c'est un garçon qui se fait violer. » Ah ben non, il y a eu des attouchements effectivement qui ont duré longtemps, mais l'hymen n'a pas été enlevé. Donc on ne va pas porter plainte pour cela. À Mayotte, les viols font bien trop souvent la une des faits divers. Si de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ces abjectes violences, le tabou peine à être brisé. 36 millions d'êtres humains ont perdu la vie à travers le monde depuis l'identification du virus du sida. 15 millions de personnes ont aujourd'hui accès aux traitements vitaux contre le VIH et les nouvelles infections ont été réduites de 35% depuis 2000. À Mayotte, le virus, lui, continue cependant sa marche en avant. Ainsi, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, plusieurs organismes et associations se sont mobilisés. C'est notamment le cas de l'IREPS qui a investi la barge ce matin. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. 3 millions, c'est le nombre de nouvelles infections par le VIH dans le monde chaque année. À Mayotte, la séroprévalence du VIH a augmenté de 20% pour l'année 2014 avec 36 nouveaux cas déclarés. Une augmentation qui se confirme avec 37 nouveaux cas pour 2015. Ce matin, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, l'IREPS organisait une journée de sensibilisation à travers plusieurs actions situées à la barge. Distribution de préservatifs, concours de dessin réalisés par des élèves ou encore présentation de textes en slam devant le public de la barge. L'IREPS a une nouvelle fois souhaité toucher le plus grand nombre. Ce genre de journée, tous les ans on le fait. Le 1er décembre, on est là, toujours au kiosque qu'on vient d'inaugurer, qui a été fermé pendant longtemps. Donc c'est un grand rendez-vous pour nous. Ça nous permet déjà d'être représentant de la population pour faire passer le message de dire qu'aujourd'hui à Mayotte, le sida existe et il faut se protéger. À Mayotte, la file active avoisine les 200 patients avec toujours 60% de femmes. La catégorie d'âge la plus représentée est celle des 25-34 ans. La maladie est donc bien présente sur le territoire, d'où la nécessité de continuer les campagnes de sensibilisation à cette maladie et à toutes les autres infections sexuellement transmissibles. En termes de chiffres, Mayotte est touchée par le VIH. On est aujourd'hui à une file active de 180 personnes. Après, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est vraiment dans une zone régionale de forte prévalence, que ce soit au niveau des Comores, de Madagascar, de l'île Maurice. Donc Mayotte est vraiment une zone de forte vigilance sur le VIH. Après, il ne faut pas oublier les autres maladies, puisque Mayotte est particulièrement touchée par l'hépatite B. Donc voilà, c'est une surveillance en termes plus généraux sur les IST et sur la santé sexuelle. Depuis plusieurs années, les associations comme Narike Msada ou Fahamou Maesha tentent de sensibiliser la population et notamment les plus jeunes aux risques encourus en cas de rapports sexuels non protégés. Et si le travail semble payer en ce qui concerne les adolescents, les adultes sont eux plus réticents à parler de ce fléau. Pour l'instant, pour les jeunes, ça passe bien pour les jeunes, car nous, on intervient dans les collèges, dans les lycées, partout à Mayotte, mais le problème, ça se pose surtout pour les adultes. Des fois, ils ne veulent même pas nous écouter, ils nous disent que ça ne leur concerne pas, ce n'est pas une maladie très mortelle pour eux, mais pour les jeunes, ça commence à venir. A noter que l'association Narike Msada, qui lutte quotidiennement contre cette maladie, organise durant tous les week-ends du mois de décembre, en partenariat avec les infirmières des PMI, des journées de sensibilisation auprès des femmes. Ce week-end, les femmes de la Lune à Chiconi seront ainsi visées. Aujourd'hui, plus de 41 millions de personnes sont séropositives et sidéennes dans le monde. Le combat doit donc être mené sans relâche.
pour continuer à croire en un monde où cette maladie ne sera plus qu'un douloureux souvenir. Alors Pierre, on l'a vu à Mayotte, la situation tend à s'étendre. En fait, le sida prend du terrain, gagne du terrain. Aujourd'hui, on prend beaucoup de précautions au niveau des associations pour prévenir. Comment ça se passe ? Écoutez, il y a plusieurs associations qui travaillent sur ce sujet activement et voilà, qui essaient d'accompagner. Maintenant, c'est un sujet, encore une fois, qui est un peu tabou. On le voit, les jeunes sont sensibilisés depuis le collège, depuis de nombreuses années. J'en ai rencontré beaucoup aujourd'hui. Ils parlaient sans aucun problème du sujet. C'était plus compliqué avec les adultes. Voilà, le sida, on a l'impression que ça n'existe pas. J'entendais beaucoup dire, mais ça n'existe pas à Mayotte. Donc voilà, il y a vraiment un travail de prévention, de sensibilisation à faire. Expliquer que le virus existe, qu'il progresse à Mayotte dans une mesure assez impressionnante quand même, puisque en métropole on a à peu près 100 nouveaux cas par an. À Mayotte on est à plus de 40 cas, donc vous voyez, sur un territoire qui est quand même petit. Après des chiffres un peu plus généraux sur la maladie, la pandémie aurait fait près de 75 millions de personnes infectées dans le monde depuis ses débuts, notamment en Afrique subsaharienne. Voilà, là on parle des chiffres au niveau mondial pour donner un peu l'ampleur de cette maladie. Près de 3 millions d'enfants de moins de 15 ans sont aussi infectés. Seulement 1 sur 3 est sous traitement. Voilà, donc ça, 3 millions d'infections nouvelles chaque année aussi. Donc voilà, donc c'est un combat qui continue, c'est loin d'être éradiqué encore. Maintenant, l'OMS souhaite que d'ici 2030, voilà, il y ait une fin de pandémie. Voilà, mais pour ça, il va falloir investir énormément d'argent. Juste sur l'année 2014, il y a eu 75 milliards d'euros investis dans la recherche, voilà, et notamment dans les antirétroviraux. Donc voilà, c'est une maladie, c'est un fléau depuis de nombreuses années. On en parle, mais il faut continuer sur des territoires qui n'étaient pas forcément touchés il y a quelques années et qui le sont et qui finalement ne sont pas forcément préparés à cette maladie. Donc c'est vraiment important le rôle de ces associations. Alors justement, on parle du dépistage, mais une fois dépisté, comment se passe la prise en charge à Mayotte ? Alors c'est là où c'est compliqué, parce que déjà c'est au niveau du dépistage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se font pas dépister, qui pensent voilà. Puis il n'y a pas que le VIH, c'est ça aussi qui est important. Il y a aussi l'hépatite B et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc voilà, il y a toutes ces choses. Les maladies, les associations accueillent souvent des personnes juste après qu'elles soient dépistées. Voilà, donc elles essaient de les accompagner. Au fil rouge, c'est à peu près 200 patients actuellement. Donc voilà, en tout cas, elles font un très gros travail et il faut souligner ce travail, et notamment l'IREPS encore aujourd'hui, voilà, qui a fait cette journée de sensibilisation. C'était très important. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur OM5. Et dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Stéphane Planchant, directeur de cabinet de la vice-rectrice. Il était ce matin au micro de Patrick Mian, que vous retrouverez demain dans la matinale. Excellente soirée à vous sur KTV.